Bonjour à tous. Donc, comme les autres groupes, je vais faire une petite introduction du sujet. Vous m'entendez? Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Alors, la France compte 63 millions d'animaux de compagnie, ce qui est le premier rang des pays européens qui en possèdent. Et 48% de foyers possèdent un animal de compagnie et 3/4 vivent en zone rurale. Alors, actuellement, les chats sont en augmentation avec 12,7 millions en France actuellement par rapport aux chiens avec 7,3 millions. Alors on entend par animal domestique en opposition à l'animal sauvage des animaux de compagnie comme les chats, les chiens ou encore des animaux de rente comme le porc vietnamien ou la chèvre naine par exemple. Et dans les NAC, qui correspondent aux nouveaux animaux de compagnie, on a des animaux domestiques comme par exemple des cobayes, des furets et puis des animaux sauvages comme des perroquets, des mygales ou encore des serpents. Et l'attrait pour les NAC est vraiment en croissance actuellement dans notre société. Alors les dépenses qui sont occasionnées par nos animaux de compagnie pour leur alimentation, leurs accessoires, leurs soins, constituent vraiment un marché économique assez colossal. Environ 4,2 milliards d'euros par an en France, ce qui correspond à la 3e place dans l'économie française. Et pourtant, malgré ces coûts, pourquoi vouloir posséder un animal de compagnie? Alors, les personnes peuvent prendre un animal de compagnie, par exemple, pour avoir un compagnon familial, oublier leurs soucis en période de crise, combler les solitudes, les aider dans leur travail ou les accompagner dans leurs activités de loisirs, par exemple. Et en contrepartie de cet engouement, les abandons sont assez fréquents, environ 60 000 par an, pour diverses raisons, dont les troubles comportementaux sont la première cause. Alors pour répondre aux exigences des propriétaires par rapport à l'esthétique de leurs animaux de compagnie, ceux-ci sont sélectionnés par exemple pour leur nez aplati, leur peau plissée, mais ils vont présenter certaines tares, comme par exemple des problèmes respiratoires ou des problèmes de peau, qui peuvent aussi être une cause d'abandon à cause des coûts excessifs de leurs soins. Et paradoxalement, selon une étude qui a été réalisée auprès de propriétaires, on a 51% des personnes interrogées qui préfèrent leurs animaux de compagnie à leurs amis et 47% qui préféreraient se séparer de leur conjoint plutôt que de leurs amis. Alors, les propriétaires doivent être responsables de leurs animaux selon la loi, mais sont-ils tous conscients de l'étendue des dégâts qu'ils peuvent provoquer? Par exemple, avoir des animaux domestiques, et en particulier des chats, peut avoir des effets négatifs considérables sur la biodiversité. On pense par exemple au déclin des rongeurs et puis des oiseaux. Donc, ce qui pose des questions éthiques, dont notre première question, qui est finalement pourquoi posséder un animal de compagnie et quelle place donner à son animal. Donc pour nous aider à répondre à cette question et aux autres qui vont suivre, donc nous avons nos deux intervenants qui vont participer donc, à ce débat, qui sont le docteur Xavier Ferreira, qui est docteur vétérinaire spécialisé en NAC, donc aux animaux de compagnie, et Madame Brugard-Sergent, qui est comportementaliste. Donc si vous voulez juste rajouter des choses pour vous présenter, vous pouvez. Sinon, merci d'être là pour participer à ce débat et à répondre à nos questions. Bien, bonjour à tous. Alors, je remercie déjà Marie et tous les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de venir aujourd'hui. C'est un nouvel exercice pour moi. Moi, je suis praticien vétérinaire, donc voilà, je travaille dans une clinique. C'est un nouvel exercice pour moi. Je vais vous présenter quelles sont mes expériences dans la relation que je peux appréhender de ce qu'ont les propriétaires avec leurs animaux et de ce que je vois dans mon exercice quotidien. Voilà, donc on va essayer de répondre au fur et à mesure à ces questions-là. Je vais te laisser présenter, puis on répondra à la première question. Bonjour à tous. Je voudrais juste préciser pour ceux qui peut-être ne le savent pas ce qu'est un comportementaliste. Un comportementaliste, c'est un spécialiste des relations entre l'homme et l'animal. On ne s'intéresse pas que à l'animal lui-même, on considère qu'il est dans un environnement et que c'est son environnement qui impacte ses comportements.
Donc au quotidien, on va travailler avec les propriétaires de chiens et de chats. En ce qui me concerne, aujourd'hui, je consacre mon temps surtout aux formations et aux expertises sous le nom de Vox Animae, et nous formons des futurs professionnels qui interviendront à la base, c'est-à-dire dans les élevages, auprès des éleveurs, et des futurs comportementalistes ou éducateurs canins, ou les intervenants en médiation animale, en tout cas les professionnels de terrain qui vont intervenir avec les gens de la base, on va dire ça comme ça. D'accord, merci. Donc la première question, c'est pourquoi vouloir posséder un animal de compagnie et quelle place donner à son animal? Bon, alors ça c'est pour bien attaquer, effectivement, je pense que c'est la base de tout ce qui nous amène ici aujourd'hui dans ce débat. Pourquoi moi j'ai essayé de brosser plusieurs profils de personnes, des personnes que je vois en consultation. C'est très difficile de faire rentrer chaque fois quelque chose dans des cases. La réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Mais la relation, en tout cas en France, je pense qu'on a une relation à l'animal qui est ancrée dans notre culture, et ça depuis des siècles, je dirais. C'est pas un hasard si la première école vétérinaire du monde a été créée en France quand même. Donc vraiment, je pense que cette dimension de la relation à l'animal existe depuis très très longtemps et c'est culturel. Donc pourquoi posséder un animal de compagnie? Parfois parce que l'animal peut être utile, je dirais. Donc c'est le cas par exemple de toutes ces personnes handicapées ou de personnes qui vivent à la campagne ou qui ont des élevages ou qui ont vraiment une relation d'utilité directe avec l'animal. Ça peut être aussi parce que dans le cadre d'une volonté d'éducation, je sais qu'il y a des gens qui prennent des animaux de compagnie parce que, notamment pour la relation avec l'enfant, c'est aussi une première approche de ce que peut être la responsabilité, de ce que peut être s'occuper de quelque chose, d'avoir besoin de travailler. Parfois aussi, c'est la première approche de la mort, parce que les animaux de compagnie, heureusement, quelque part, par rapport à nous, ont une espérance de vie qui peut être parfois plus courte. Enfin, oui, pour certains, je parle pas des lacs, on va dire. Et donc, c'est vrai que pour les enfants, parfois, il est préférable, quelque part, de perdre un animal de compagnie au départ plutôt qu'un proche. C'est un premier apprentissage. Et puis il y a tous ceux qui vont avoir aussi une relation à l'animal qui est un animal-objet, qui du coup va être plus pour répondre à un effet de mode ou pour parfois même se distinguer. C'est notamment ce qu'on peut observer parfois sur les NAC. Maintenant, il s'agit de prendre le NAC le plus inhabituel, le plus improbable et de le mettre dans des conditions qui sont évidemment pas acceptables, mais parce qu'on a besoin de se distinguer des autres personnes. Et ça c'est pour on va dire une grande partie des gens. Puis une très grosse catégorie aussi, c'est parce qu'on a parfois il y a un mal-être qui est palpable et les gens ont besoin d'un affect et très fréquemment cet affect est transposé sur l'animal et du coup ça génère aussi tout un tas évidemment de problèmes. Mais il y a des gens qui simplement, c'est ce que vous disiez sur l'introduction, sur les statistiques, des gens qui préféreraient se séparer de leur conjoint plutôt que de l'animal, c'est qu'on utilise l'animal du coup pour combler un vide. Et je crois que une très très grande majorité des gens qu'on voit, c'est probablement aussi ça qui les motive. Peut-être une vision complémentaire. Oui, alors pourquoi posséder un animal de compagnie? Je pense que pour répondre à cette question, il nous faudrait au moins 2 journées. Parce qu'il y a des motivations conscientes et des motivations inconscientes. Vous avez des gens qui vont acquérir un animal de compagnie parce qu'ils n'ont pas de conjoint, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. On a une diversité au niveau des personnalités humaines qui est tellement grande que ça rend vraiment difficile la réponse à votre question. On a des chiens qui sont des agents matrimoniaux, des coachs sportifs, des substituts d'enfants, des psys et plein d'autres fonctions qui font qu'on est humain. Donc voilà, la question des motivations, il y a plein de choses qui sont assez compliquées. Ensuite, les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent être seuls, en couple, en famille, en état de situation de handicap, en état de solitude, de maladie, de dépression, pourquoi pas. On a vraiment une grande variété de propriétaires. Ce qui nous intéresse aussi, parce que votre question c'était quelle place donner à l'animal de compagnie, je pense que la place qui lui revient est celle pour qui il est fait. Quels sont ses besoins éthologiques, quels sont ses besoins biologiques, quels sont ses besoins en termes hédoniques, c'est quoi le plaisir d'un chien ou d'un chat,
Donc quelle place leur donner? Je pense que si déjà on les utilise, puisque c'est un mot qui a été utilisé plusieurs fois ce matin, que les uns et les autres nous le détestons, mais la réalité est quand même là. C'est des animaux qui servent à plein de choses pour nous. Je pense que la moindre des choses, c'est de leur procurer, de leur offrir, parce qu'ils y ont droit, une vie correcte à nos côtés. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé juste avant des NAC, et donc nous en profitons. Pour vous qui êtes spécialiste un petit peu dans le domaine, que pensez-vous vraiment de la possession de ces animaux au jour d'aujourd'hui? Alors, pour préciser, je n'ai pas un titre de spécialiste qui existe maintenant, mais c'est vrai que je pratique beaucoup les NAC depuis une quinzaine d'années. Alors, il y a plusieurs catégories de NAC. On va partir sur les NAC atypiques, parce que je pense que le débat est surtout porté là-dessus. Dans la catégorie NAC, il y a tout ce qui ne va pas être chien, chat et animaux de rente, on va dire. Donc c'est vraiment une catégorie sans limite. Ça va être à peu près tous les autres animaux qu'on peut garder en captivité. Donc c'est un groupe qui est extrêmement hétérogène. Dans ce groupe-là, on va voir les petits mammifères, qui vont inclure le furet, qui vont inclure les principaux rongeurs, les lapins. On va voir les oiseaux, donc rien que ça, c'est une catégorie déjà qui est immense. Et on va voir les reptiles, ça c'est pour les grandes familles. Et à côté de ça, on va voir tout un tas d'autres choses qui sont un petit peu plus atypiques. On peut faire rentrer certains insectes, les amphibiens, on peut faire rentrer vraiment d'autres familles, mais qui sont vraiment des arachnides, ce genre de choses, qui sont vraiment très anecdotiques. Donc évidemment, on ne va pas avoir la même position selon ces familles de NAC. D'accord ? Pareil nature, un lapin, je sais que maintenant, si on travaille correctement sur un lapin, dans son accueil à la maison, on peut en faire un animal de compagnie pour lequel on peut imaginer un réel épanouissement bilatéral, que ce soit pour les personnes qui l'adoptent, mais pour l'animal aussi. Quand on considère maintenant un oiseau ou un reptile, je crois qu'il est totalement impossible d'imaginer de pouvoir les mettre dans des conditions qui soient des conditions acceptables ou proches de ce qui serait nécessaire pour assurer un réel bien-être. Un oiseau, ça vole par définition, donc à partir du moment où on le garde enfermé dans un environnement restreint et a fortiori dans une cage de petite taille, on ne peut pas imaginer qu'on puisse générer du bien-être. Donc j'ai des exemples, par exemple aux États-Unis, je sais qu'il y a des documentalistes justement qui travaillent, notamment avec des propriétaires de grands perroquets, sur justement l'apprentissage du vol à l'extérieur. Ils font quelques séances, ils travaillent, et au bout de 3-4 séances, tout le monde va dehors et ils lâchent les oiseaux. Donc ça, ce serait effectivement quelque chose qui serait souhaitable. On pourrait commencer à imaginer, approcher éventuellement une situation qui pourrait être considérée comme acceptable. Voilà. Mais quand on commence à parler de serpents, d'araignées, de phasmes, de quel autre animal qui serait qui est attractif pour certaines personnes par leur côté très atypique, là évidemment je pense qu'on atteint la limite de ce que peut apporter l'homme en termes de bien-être. Au contraire, c'est vraiment directement lié à l'humanité. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou pas? Moi qui ne connais rien en NAC, je me pose la question de la maltraitance. On est quand même en train d'extirper les animaux de leur biotope, de l'environnement pour lequel ils sont adaptés biologiquement. Donc je me pose cette question-là. Est-ce que la loi française qui permet aux gens d'avoir des serpents chez eux est bien pensée? Je suis d'accord avec toi, mais au-delà de ça, il y a la loi, et puis il y a ce qu'on en fait, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a plein de lois, mais qui sont malheureusement inapplicables, parce qu'il n'y a personne qui va débarquer chez les gens. Votre voisin, ça se trouve, est propriétaire d'un python de 5 mètres ou d'araignée hyper venimeuse, vous n'êtes peut-être même pas au courant. C'est ce qui se fait. Donc la loi, je pense, effectivement, est insuffisante, et l'application de la loi est quasi impossible dans ces cas-là. Donc tant qu'il n'y aura pas un contrôle des réseaux de distribution et d'adoption de ces animaux-là, ça me paraît impossible de pouvoir gérer des situations comme ça. Merci. Alors la prochaine question, c'est quand on voit un chat enfermé dans un appartement minuscule, un chien attaché, un cheval enfermé dans un box 23 heures sur 24, des personnes qui gardent 7 animaux dans une même pièce, des animaux sociaux comme les gerbils qui sont au final qui sont seuls dans leur cage. Est-ce qu'on peut se demander donc s'il est éthique de posséder un animal de compagnie sans respecter ses besoins et donc son bien-être? C'est bon. C'est vous deux. Tu m'as donné.
Alors, effectivement, on est en présence là de violences invisibles. En tout cas, violences invisibles pour les non-avertis, parce que les professionnels savent bien à quel point c'est douloureux quotidiennement d'être en surpopulation dans un espace confiné. On peut parler notamment du animal hoarding, le syndrome de Noé, ou les collectionneurs, qui ont justement 10, 15, 20 chats chez eux, et autant de chiens et d'autres animaux. Eux, ils pensent, d'ailleurs ils utilisent le vocabulaire « j'ai sauvé tant d'animaux ». Ils se voient comme des sauveurs, ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils sont dans la maltraitance. Ils pensent être dans la bienveillance. Donc les personnes non averties, effectivement, sont très facilement dans la violence invisible. Donc on est dans la non-éthique, effectivement. Oui, c'est un vrai problème parce que nous, pour les voir après en consultation, c'est des... je pense à ces marchands, on les appelle comme ça, qui adoptent des chats pour savoir quoi faire. Parce que justement, elles imaginent apporter à l'animal, donc on est dans un non-sens en fait, hein, parce qu'elles sont responsables directement de maltraitance, on peut le dire, mais tout en estimant que le fait de les avoir, leur avoir offert notamment une protection sous un toit, c'est déjà un effort extraordinaire comparé à tous ceux qui n'auraient même pas imaginé faire quoi que ce soit. Donc pour eux, c'est déjà, ils se sentent vraiment investis presque d'un bout, d'une mission de sauvetage. C'est des gens avec lesquels la communication est quasi impossible. J'ai beaucoup de mal parce que du fait de ce sentiment-là, on a très peu d'impact sur eux. C'est des personnes qui, parfois, les animaux sont saisis. Hein. C'est-à-dire que quand il y a des plaintes de voisinage, parce que c'est ce qui finit par arriver, parce qu'il y a des problèmes d'odeur, parce qu'il y a des problèmes de dégradation de l'environnement, ou clairement on voit que certaines personnes voient au travers des fenêtres que les animaux sont en mauvaises conditions, ces gens-là crient sont blessés, estiment avoir été mal jugés. Donc c'est un gros souci parce qu'on n'a pas vraiment de solution pour ça. Et on les voit, nous, parce que les animaux sont sans cesse malades, ils sont enfermés en enclos, et toutes les maladies contagieuses, tous ces problèmes-là de transmission de parasites, ainsi de suite, on les voit quotidiennement. Donc c'est des gens qui parfois, malheureusement, sont aussi désargentés, donc accumulent énormément d'animaux, mais ne sont pas capables d'en assurer les soins. Voilà. Et les soins sur un animal ne se limitent pas à apporter de la nourriture et un confort sous un toit, malheureusement. Et ça, c'est une dimension que ces personnes-là ont du mal à envisager. Alors justement, vous parliez des soins, et en fait, la question qu'on allait justement vous poser, c'était est-il éthique de pouvoir posséder un animal de compagnie pour son propre plaisir et son bien-être, alors qu'on ne possède pas les moyens financiers de pouvoir subvenir justement à leurs besoins? Alors, bon, la réponse pour moi est non. Clairement, je ne vois pas ce qu'on pourrait défendre. Après, je nuancerai, dans le sens où c'est pas blanc, c'est pas noir à ce niveau-là. On a des gens qui adoptent des animaux, parfois dans une certaine situation. Ils ont un travail, ils ont un groupe familial qui est construit, et la vie peut changer. Et ces gens-là, qui perdent leur travail, sont au chômage, ou ont peut-être des revenus qui ont diminué, ils ne vont pas non plus se débarrasser entre guillemets de leur animal, ils l'assument. Donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est que j'essaye de ne pas juger ces situations-là. Et pourquoi ces gens-là ne pourraient pas, on en débattait encore à midi, pourquoi ces gens-là ne pourraient pas accéder non plus au fait de pouvoir partager leur vie avec un animal? Est-ce que ça devrait être conditionné par des revenus? Est-ce que ça devrait être conditionné par une capacité à assurer du bien-être? Donc oui, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Ceci dit, ce qu'on essaye nous quand des gens viennent nous voir en disant « Ah, j'aimerais bien adopter tel animal », alors on les sensibilise, nous, en tout cas à notre niveau, au fait qu'un animal, c'est pas rentable du tout. Un animal, c'est une charge comme une personne, un enfant, ce sont des soins, ce sont des... Voilà, il faut donner une alimentation qui correspond aux besoins alimentaires de l'animal, ça peut être des fois des quantités très importantes, donc ça a un coût et il n'y a aucun retour sur investissement. Donc, et malheureusement, effectivement, certains propriétaires adoptent des animaux sur des coups de tête, sans même s'être renseignés avant, ou encore pire, parfois on offre des animaux à des gens qui n'en veulent pas, clairement. Et ces gens-là ne sont pas forcément toujours prêts à assumer effectivement la partie financière, et considèrent que donner à manger, une fois de plus, c'est offrir un toit, c'est déjà beaucoup. Mais dès qu'il y a moins de problème, après il n'y a plus personne. Pour nous, c'est un souci. Heureusement, il y a certaines associations qui aident ces gens-là aussi. Donc, mais voilà, ça reste un gros souci.
Je reviens juste sur votre question de départ qui était les besoins et les dépenses financières. L'attachement et la relation qu'on noue avec un individu autre n'est pas lié à l'argent. L'argent n'est qu'un tout petit maillon de la chaîne. Il y a tout ce que vous allez lui proposer dans une journée, dans une vie, en termes d'interaction sociale, d'enrichissement de son environnement, de jeu, pourquoi pas de promenade, surtout de promenade. Donc l'argent, en fait, finalement, la question, elle est réductrice. C'est pas l'argent qui fait la qualité d'une relation et la qualité de vie d'un animal. Bien sûr, il y a des dépenses liées à l'alimentation et à la santé, mais la relation affective, elle ne se monnaie pas. Mais là, on était, je pense, dans le cadre aussi de ce qui arrive lorsque l'animal est malade, probablement aussi, non? C'est-à-dire qu'effectivement, pour le quotidien, cette dimension-là n'a pas lieu, et c'est pour ça que je pense que même des gens désargentés doivent pouvoir accéder au fait de pouvoir posséder un animal, parce qu'on sait que ça apporte énormément de choses de façon bilatérale, et on peut avoir des animaux qui sont très bien traités et dans d'excellentes conditions avec des gens qui sont indigents. Et au contraire, ces gens-là vont aussi retrouver dans la relation avec l'animal quelque chose qui va les aider dans leur quotidien. Donc je pense que c'est indispensable que ces personnes-là puissent avoir la possibilité de pouvoir gérer, mais c'est vrai que se pose la question de savoir ce que ça donne lorsque l'animal est malade, parce que là, du coup, ça peut générer des frais qui pourraient même mettre en difficulté la personne en question. Donc oui, là, après, quelles sont les solutions, ça, je ne peux pas les apporter, mais il y a certainement des choses à faire. Merci pour votre réponse. J'ai après une question. Que pensez-vous du fait d'amener son animal, de le nommer, de le traiter comme un enfant? Cela ne crée-t-il pas des troubles du comportement comme l'agressivité? Alors on en revient au fameux modèle Babymorph dont on parlait tout à l'heure, le fait de considérer son animal comme un membre de la famille, comme un être humain. Donc en effet, le fait de le déguiser, de le traiter, il y a des gens qui lavent leurs animaux toutes les semaines avec du shampoing pour humain. Donc là oui, on est dans la maltraitance. Les réflexes de défense, l'agressivité dont vous parlez, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. On a davantage, au niveau des troubles du comportement, des animaux qui sont en état d'impuissance apprise, qu'on appelle aussi l'état de sidération ou l'état de détresse acquise. C'est que quand on a un animal qui est humanisé à l'excès, il va essayer de se défendre, il va essayer de manifester son inconfort. Mais souvent, il est réprimé. Souvent, les propriétaires vont dire « mais non, mais laisse-toi faire, je te mets un pull pour que tu n'aies pas froid, ou je te coiffe pour que tu sois beau ». Donc les gens, en fait, vont insister. Donc ça peut effectivement créer des agitations de la part des chiens et des réflexes de défense. Et quand la situation se répète, quand le stress devient chronique, on a plutôt des animaux qui vont devenir apathiques et amorphes. Donc c'est des troubles du comportement qui ont été générés par nous. Ça c'est clair. Donc à nouveau, on est dans la politique. Oui, ça, on décrit clairement les situations qui sont extrêmes. Après, je pense qu'on peut, que heureusement, certaines personnes considèrent l'animal de compagnie comme faisant partie de leur famille, mais ne les considèrent pas pour autant comme un être humain. C'est-à-dire que voilà, c'est la dimension aussi que l'animal a une réelle importance, il y a un attachement sentimental pour l'animal, mais malgré tout, je vois aussi dans mon quotidien que les gens respectent la place de l'animal. Voilà, donc ça existe aussi, quoi. On n'a pas que des cas extrêmes avec les colliers en strass et tous ces trucs-là qu'on peut voir, quoi. Ça reste assez anecdotique et dans la grande majorité des cas, l'animal a sa place au sein d'un groupe familial, tout en respectant quand même la situation, la position de l'animal. J'ai effectivement omis cette partie-là. Il y a peu de chiens qui se plaignent d'être nourris au bœuf bourguignon et de dormir dans le lit de leur propriétaire. En apparence, ils n'ont pas l'air de souffrir, mais ça c'est en apparence. Parce que quand ils sont niés dans leur réalité éthologique et biologique, on sait bien qu'un stress chronique va avoir des répercussions sur la biochimie de l'animal et qui peut développer notamment des maladies parce qu'il a été trop longtemps soumis à un régime alimentaire, affectif ou social qui ne lui convient pas très bien. Mais il est vrai, comme tu disais Xavier, que la plupart des chiens s'accommodent bien du babymorphie. Alors la prochaine question, elle va tout simplement porter sur comment peut-on traduire la complicité relationnelle entre l'homme et l'animal et jusqu'où elle peut aller et quelles sont vraiment les limites à ne pas dépasser.
Oui, alors, la complicité relationnelle, pour moi, ce serait le fait que tous les protagonistes sont heureux de cohabiter, de vivre ensemble. Ensuite, chaque individu a son propre marqueur. Peut-être que pour vous, la complicité, c'est quand votre animal gagne tous les prix à l'exposition féline du coin, ou quand votre chien vous défend contre les voleurs. Pour moi, la complicité avec mon animal, c'est quand je me balade en forêt, que lui, il est libre, et qu'on cherche des marrons ou des champignons. Ou quand je suis dans mon transat en train de bouquiner et que mon chien ronfle à côté de moi parce qu'il a exploré olfactivement tout son environnement. Donc c'est très subjectif en fait, cette notion de complicité. Je pense que s'il fallait la résumer, ce serait de dire que chacun est satisfait de la relation à l'autre qu'il a et qu'aucun des protagonistes ne souffre de la relation qui lui est proposée. Pour moi, c'est ça la complicité. Avec ce complice. Merci pour votre réponse. Donc, je ne sais pas si vous nous avez au courant, je pense que oui, mais il y a plusieurs nouveaux objets connectés, il y a un essor des objets connectés. Donc les chiens et les propriétaires peuvent communiquer quand ils sont séparés. Donc que pensez-vous de l'essor des objets connectés comme les colliers GPS, les webcams, les caméras de surveillance qui permettent donc de surveiller les animaux quand le propriétaire n'est pas là et donc d'analyser les différents comportements? Alors, je pense que toujours pareil, c'est pas utilisé de travers ou dans l'excès, je pense que ça apporte vraiment des choses intéressantes. La première des choses, c'est en termes de sécurité. Donc, évidemment, si un animal qui est susceptible d'échapper à la surveillance de ses maîtres, ce qui ne devrait pas être le cas, mais si celui-ci est équipé d'un collier GPS, on peut le retrouver dans de meilleures conditions et plus rapidement, le danger sur un animal de compagnie, c'est évidemment pour la vie de l'animal, mais c'est surtout sur les problèmes qu'il pourrait générer du fait qu'il soit lâché, un animal qui se retrouve sur une aire d'autoroute, enfin sur une autoroute où peut se faire renverser par une voiture, mais peut être aussi responsable d'un accident. Donc évidemment la sécurité est augmentée. Maintenant ces appareillages sont suffisamment miniaturisés pour en plus ne pas générer trop d'inconfort pour l'animal. En ce qui concerne les caméras qui sont dans les maisons, je ne vois pas ce qu'il y a d'opposable à ça aussi, si on veut surveiller son animal parce qu'on pense qu'il pourrait se blesser ou être coincé dans tel ou tel endroit, je ne vois pas ce qui pourrait être opposable. Après, il y a d'autres catégories d'objets connectés, qui sont des objets ludiques. Il y avait l'exemple de la tablette qui a été mentionné sur la question. Pourquoi pas, je n'ai pas de réel avis là-dessus. Je pense que tout ce qui va pouvoir enrichir le milieu et susciter une activité sur l'animal, qu'elle soit d'origine électronique ou par le biais d'objets, je pense que ça peut être intéressant. Après, je ne connaîtrai pas l'interaction qu'ont ces objets électroniques sur l'animal lui-même en termes de nuisance, sur les ondes, sur éventuellement les sonorités, ainsi de suite. Donc voilà, tout ça, ça reste encore à définir. Mais je pense qu'il faut vivre aussi avec son temps, et si on a cette dimension-là qui est aujourd'hui ouverte et offerte, je pense que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, éthiquement parlant, je n'ai pas d'opposition à ça. C'est le débat toujours. Moi, je pense que c'est pas de l'outil dont il faut avoir peur, c'est de la manière dont on s'en sert. Pour revenir à l'histoire des caméras de surveillance, par exemple, aujourd'hui, on veut tout contrôler, on veut tout sécuriser, on veut éviter tous les problèmes, on veut surveiller qu'est-ce qu'il fait quand je suis pas là, est-ce qu'il est pas en train de vérifier mon canapé en cuir blanc. Donc on veut absolument tout surveiller. Si on se sert de cet outil pour se rendre compte, par exemple, que l'animal n'est pas bien, et donc lui proposer des activités pour aller moins mal, alors c'est formidable. Si c'est encore un outil de surveillance et de blocage de l'animal et de l'empêchement d'exprimer ses comportements naturels, alors on peut y trouver un peu dire. Il ne faut pas non plus se déresponsabiliser et penser que l'électronique va pallier à tous nos manques. C'est faux, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais. Je pense, du coup, ça me fait penser à un exemple de personnes qui maintenant communiquent avec leurs animaux à distance. Donc, ils ont leur téléphone, ils ont un haut-parleur dans leur maison ou appartement. Certains centres concernés, d'accord, ok. Donc effectivement, moi j'ai le cas. Pour moi c'est difficile d'évaluer. Je ne suis pas certain que ça puisse répondre à une problématique de l'animal lorsqu'il est chez lui en fait. Je pense que c'est extrêmement compliqué pour un chat, pour un chien, de comprendre ce qui se
passe. Nous, on a la connaissance que, bah oui, quand je parle dans mon téléphone, ça va transmettre ma voix sur un haut-parleur, mais l'animal, il ne comprend pas. Et donc je pense que là, on peut être parfois à la limite de ce que peuvent apporter ces objets-là, parce qu'on n'est pas du tout dans le cadre du fonctionnement et de l'appréhension de ce qu'est cette voix pour l'animal. Cette voix, c'est une voix divine qui arrive du ciel. L'animal ne voit pas d'où elle sort, et pour lui, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Donc, je ne suis pas certain que du coup, la finalité qui est celle de se dire « je vais rassurer mon animal parce qu'il est seul et que si je lui parle, ça va aller mieux », je ne suis pas certain qu'au bout du compte, ça ira vraiment mieux. Voilà, et je me demande si dans ce cas-là, ça ne va pas plutôt générer une anxiété plutôt que l'inverse, en fait. Voilà. Et est-ce que vous pensez que l'animal reconnaît son maître ou pas quand il entend la voix? À la voix, oui. Oui, assurément, oui. À la voix, les animaux sont capables de reconnaître les individus. Ils sont capables de reconnaître le son de la voiture du propriétaire qui rentre. Il y a une voiture qui va se garer, il ne va pas bouger, le propriétaire arrive avec sa voiture, il est capable de reconnaître la sonorité de la voiture. Voilà. Donc j'ai des chiens comme ça qui... j'ai un chien qui a sauté du 2e étage parce qu'il a entendu la voiture de son maître arriver, la fenêtre était ouverte, il voulait retrouver son maître, il a sauté. Alors qu'il y avait, c'était sur un parking, des dizaines d'autres voitures qui venaient régulièrement. Voilà. J'arrive. Alors aujourd'hui, au niveau de l'alimentation de nos compagnons, en fait on voit qu'on a vraiment un essor aujourd'hui des croquettes végétariennes qui sont parfois considérées comme plus éthiques pour d'autres raisons. Mais est-ce que vous pensez qu'il est convenable de donner des aliments végétariens aux animaux de compagnie, même si les chats et les chiens sont plus particulièrement des carnivores? Et peut-on quand même parler d'aliments adaptés à leur régime alimentaire? Bon, alors là, pour toucher les sensibilités, là, ça devient plus complexe. Alors moi, je vais fonctionner très basiquement en fait. Moi, je regarde comment est construit un chien, comment est construit un furet, comment est construit un lapin, comment est construit... je parle de l'appareil digestif, hein, on va se limiter à cette dimension-là. Et je sais que chaque appareil digestif est adapté. C'est pas nous qui avons choisi ça, c'est l'évolution animale depuis des millions d'années, avant que certaines personnes décident de devenir végétariennes ou pas. Enfin, voilà, l'évolution s'est faite comme ça. Et qu'aujourd'hui, je ne ferai pas manger de la viande à un lapin. Donc, parce que je sais qu'il va mal la digérer, parce que je sais que voilà, ça va être difficilement adapté. Est-ce qu'on va pouvoir aussi, sur le plan nutritionnel, apporter tout ce qu'il faut? De la même façon, j'aurais tendance à dire que au-delà de l'aspect éthique et purement nutritionnel, il y a ce qui correspond aussi au mode de vie normal de l'animal qui, à mon sens, doit être aussi respecté. Voilà, parce que dans le cadre de la relation à la nourriture chez l'animal, il n'y a pas que l'aspect primaire qui est celui de remplir un estomac pour subvenir à ses besoins caloriques ou nutritionnels. Donc, fort de ces deux dimensions-là, je pense à ma position est de dire que je ne suis pas certain que ces aliments-là soient adaptés et répondent à l'ensemble des besoins qui correspondent aux besoins de l'alimentation dans son sens le plus large et pas dans les besoins purement nutritionnels. On pourrait imaginer des recettes avec des compléments nutritionnels et autres qui pourraient correspondre aux besoins nutritionnels à la limite moyen de ces animaux-là, mais je crois que la dimension est différente. Et essayer de faire manger du tofu à un furet, parce qu'il y a ça, il y a aussi le développement de ces aliments-là, mais il y a aussi le fait que est-ce que ces aliments sont appréciés pour leur qualité organoleptique, voilà, est-ce qu'elles apportent du plaisir, parce qu'il y a aussi une relation de plaisir dans la nourriture. Voilà, tout ça, ça reste encore à définir. Alors, je connais mal ces aliments végétariens, je sais qu'il y en a beaucoup effectivement qui commencent à arriver sur le marché, je ne suis pas certain que tous les animaux adhèrent à ce type d'alimentation-là. Voilà. Le problème, c'est qu'ils sont privés de liberté. Ouais. On leur demande pas ce qu'ils voudraient manger eux. C'est clairement et c'est une végétarienne qui vous parle. C'est clairement de la projection sur son animal de ses propres choix. C'est de la maltraitance, pardon, je suis excessive, mais c'est de la maltraitance sous couvert de bientraitance. En fait, quel est le bien de l'animal, de quoi il a besoin, pourquoi il le fait, comme disait Xavier. Et notre rôle, c'est de lui fournir ce dont il a besoin, pas ce que nous avons fantasmé qu'il avait peut-être besoin. Et au-delà des aliments végétariens, c'est aussi ce que font toutes ces personnes-là qui nourrissent leurs animaux de la même façon que si c'était eux. Voilà, on a des oiseaux j'ai des perroquets qui mangent du poulet, ou des chips, ou
des choses comme ça. Voilà, clairement, on est, voilà, parce qu'il y a aussi un anthropomorphisme, et voilà, parce que si c'est bon pour moi, comme les aliments végétariens, c'est forcément bon pour lui. Et voilà, moi, on ne m'impose pas de manger de la nourriture pour poisson, je ne vois pas pourquoi j'imposerais à mes animaux de manger de la nourriture qui est celle que j'ai choisie comme étant la meilleure pour un aspect qui est l'éthique aujourd'hui. Merci pour votre réponse. On va parler des chiens qui ont une utilité. Dans beaucoup de domaines, les chiens se voient confier une mission. Par exemple, les chiens d'aveugles, les chiens thérapeutes, les chiens de chasse. Est-ce qu'il est éthique d'utiliser un animal, quelle qu'en soit la raison, et donc de le transformer en utilitaire? Alors, il y a un point dans votre question qui me dérange un peu. Où est l'humain? Là, on parle de vous poser la question de est-ce qu'on n'est pas dans la maltraitance en utilisant les chiens, en leur donnant une mission, mais il y a quand même une partie humaine qui doit être mise sur la table dans votre question. Mais ok, restons sur votre idée. Les races de chiens, les 377 races reconnues aujourd'hui par la Fédération cynologique internationale, sont toutes des organismes génétiquement modifiés. Vous le savez. C'est l'humain qui a joué à Frankenstein, a créé des Frankenstein, a créé des animaux qui aujourd'hui sont parfois dans des états sanitaires assez difficiles, même pas capables de se reproduire naturellement et qui, sans nous, ne survivraient pas très longtemps dans la nature. Mettez un bulldog anglais dans la forêt, on verra bien ce que ça donne. Bref, toutes ces races ont été créées pour subvenir à nos besoins et nos désirs à nous. Et elles ont été sélectionnées sur certains patrons moteurs, sur certains comportements qui s'expriment davantage chez certaines races que chez d'autres. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les chiens ont besoin d'avoir des activités de l'ordre de 4 à 6 heures par jour. Aucun de nos chiens n'a cette possibilité-là aujourd'hui. Les chiens d'assistance ou les chiens d'utilité, si c'est fait correctement, si on les respecte, si on leur permet un temps de récupération quotidien, finalement, on donne du sens à leur vie. Finalement, on leur donne un job, celui pour lequel ils ont été créés. Le chien a été créé pour être dans une relation à l'humain. Donc quand on lui demande de fournir un travail au service de l'humain, finalement, on continue, on est cohérent par rapport à la démarche initiale qui était de créer des races de chiens pour notre bon plaisir. Donc je me pose la question, finalement, qui est le plus malheureux? Est-ce que c'est le chien d'assistance qui est avec son propriétaire toute la journée et qui fournit un certain travail? Ou est-ce que c'est celui qui est tout seul dans son appartement ou dans sa maison de 300 mètres carrés avec un terrain de 2 hectares si vous voulez? Il le connaît par cœur, son jardin. Il n'est pas promené, il n'est pas joué, il n'est pas distrait. À la limite, il a la télévision, parce que maintenant on a une chaîne de télé pour les chiens. Lequel des deux, entre le chien d'utilité et le chien désœuvré dans un vide intersidéral à la maison, à votre avis, lequel des deux est le plus malheureux? Donc on est bien d'accord que l'utilisation de l'animal n'est juste éthiquement pas défendable. Cependant, ils ne sont pas tous maltraitants, les gens qui travaillent avec les chiens militaires, les chiens d'assistance aux personnes en situation de handicap moteur, les chiens guides d'aveugles. On travaille avec des chiens guides d'aveugles à Roxane-Imaï. On est en train de former les associations de chiens guides d'aveugles en Belgique. Donc on connaît un peu ce domaine-là. Au quotidien, moi, dans ma pratique de comportementaliste, je vois des chiens d'aveugles qui ont des comportements hédoniques du plaisir quotidien bien supérieurs à d'autres chiens de compagnie, comme les vôtres ou comme les miens, qui attendent notre retour tous les soirs pour avoir 10 minutes de sortie hygiénique. Donc c'était ça que je voulais dire. Et je voulais dire encore autre chose. Les chiens d'utilité. Si vous êtes pris dans une avalanche et que vous êtes sous la neige, ou si vous êtes dans les gravats au Bataclan un 13 novembre, vous ne serez pas content qu'un chien vienne vous chercher? Donc la question de l'éthique, elle se trouve tôt ou tard confrontée à la réalité. C'est qu'on en a besoin. Ce matin, quelqu'un disait que le chien avait un organe voléronasal, des capacités olfactives extrêmement supérieures aux nôtres. Donc ces capacités-là, on les exploite pour nous, oui, soyons conscients qu'on le fait, faisons-le correctement, mais on n'est pas dans la maltraitance si on le fait dans le respect des réalités de l'animal. Juste pour renforcer ça, je dirais, juste regarder quelques vidéos en fait. Regardez des vidéos de démonstration, des vidéos de ces chiens qui travaillent et observez juste l'attitude du chien. Peut-être juste 2 secondes avant que ça démarre. Souvent, vous les voyez, ils sont comme ça.
ça va, puis il y a la queue qui remue dans tous les sens parce qu'ils sont on sent qu'ils sont sur le starting block parce qu'il y a un vrai plaisir en fait. Un vrai plaisir dans la tâche qui leur est confiée. Et, je pense que ça c'est dans le cadre de formation quand c'est fait correctement. Et vraiment je crois qu'on atteint des sommets dans le plaisir réciproque, qui est à mon avis l'objectif qu'on doit avoir dans toute relation homme-animal en fait. Et j'ai rarement vu autant d'expression de plaisir que dans cette catégorie d'animaux. Voilà. Donc, juste regardez 2-3 vidéos, vous comprendrez tout de suite. En oubliant la tâche pour laquelle le chien est destiné, mais en regardant juste l'animal lui-même et ses attitudes, ses postures, son regard. Et vraiment, vous sentez les choses. Je veux juste rajouter qu'il y a certains chiens qui n'ont pas le plaisir, justement, qui n'apprécient pas ce qu'on leur demande. Eh bien, ils sont déformés. C'est-à-dire qu'on ne les force pas à continuer un apprentissage qui ne leur apporte pas de plaisir. Et c'est pour ça qu'on a un taux d'échec, par exemple pour les chiens qui aveugles, on a un taux d'échec de 50 à 60% des chiens. C'est énorme. Ils seraient contre-performants, oui, bien sûr, mais même si on ne cherche pas que la performance, le bien-être de l'animal, il vous montre qu'il n'est pas bien, donc il est réformé, il est placé dans sa famille, dans une famille d'accueil, une famille, et il continue sa vie de chien de compagnie classique. En tout cas, on ne peut pas forcer un chien sur le long terme à faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Tôt ou tard, il exprime des comportements qui, si vous avez un œil un peu averti, il montre que ça ne va pas. Donc notre rôle à nous, notre responsabilité à nous, c'est d'extirper le chien, d'exfiltrer le chien de cet environnement qui ne va pas bien. Mais n'oublions pas, 50 à 60% de réforme, ça veut dire 40 à 50% de réussite. Alors, au niveau de la prochaine question, en fait, on s'est demandé s'il était éthique de maintenir en vie son animal de compagnie dans un état pathologique final, et est-ce qu'au bout d'un moment, les vétérinaires ne sont-ils pas plus aptes à prendre la décision? Ça c'est pour moi. Je crois. Alors, des animaux qui présentent des affections chroniques, on en a de plus en plus. Forcément, la prise en charge, la qualité des soins, la qualité de l'alimentation augmente. Donc on parle maintenant d'une vraie catégorie d'animaux qui sont les animaux gériatriques chez nous. Donc c'est ceux qui vont être le plus concernés par ces situations-là. Non pas que ça n'arrive pas sur des jeunes, enfin c'est quand même plus fréquemment là-dessus. Et là il faut distinguer, je pense, la situation où on peut accompagner de façon tout à fait acceptable et optimale un animal qui présente une maladie incurable. On diagnostique des cancers parfois sur les animaux parce qu'on a une petite boucle qui pousse. Mais vous le regardez, je veux dire, il va très très bien. Dans ce cas-là, évidemment, il n'est pas question de devoir abréger sa vie puisqu'on n'est pas dans une situation, un état de souffrance. Voilà. Mon travail à moi est de faire comprendre aux propriétaires à partir de quand j'estime que l'animal est souffrant. Et dans le cadre de cette souffrance, c'est d'ailleurs souvent même une question que me posent les propriétaires, c'est est-ce qu'ils souffrent? Et moi je leur renvoie une autre question à ce moment-là, je leur dis mais qu'est-ce que vous appelez souffrir? Et ils me disent est-ce qu'il a mal? Je dis oui, enfin c'est une forme de souffrance, je dis, la douleur est une forme de souffrance, je dis mais il n'y a pas que ça. Dans les autres formes de souffrance que je considère, il y a effectivement cette douleur qui est inacceptable, on va dire, pour le bien-être de l'animal, mais il y a aussi tout ce qui va être l'autonomie. Voilà, un chien qui est en perte d'autonomie, qui n'a plus d'interaction positive avec ses propriétaires ou avec son environnement, et ça peut arriver sur des maladies chroniques où vous avez un animal qui va rester dans son coin et juste gémir ou juste voilà, ne plus avoir toute interaction, qui va être en la capacité d'être autonome pour aller faire ses besoins, sortir, ainsi de suite. Et bien là je considère que, pour ma part, mais c'est quelque chose de très personnel, on a un animal qui est en état de souffrance. Ceci dit, de façon tout à fait, comment dire, mon rôle s'arrête là en tant que vétérinaire. Ce n'est pas à moi de dire je décide que votre animal doit mourir ou pas. Voilà. La décision appartient en son âme et conscience au propriétaire. Mon rôle est un rôle de traducteur. Je suis un traducteur, j'explique quelle est la situation sur l'animal et quelles sont mes possibilités pour pouvoir le soulager, en tout cas l'accompagner
jusqu'à un moment qui pourrait être acceptable. Et là, on a tous les profils de propriétaires. On a ceux qui vont dire, mais je vais leur dire, mais voilà, pour que votre chien aille bien, on va lui donner un comprimé par jour de médicaments. Et là, ils sont à deux doigts de tomber dans les pommes en disant, mais le pauvre, je ne vais pas faire ça tous les jours à mon chien. Donc ça, c'est une approche parfaitement personnelle et sensible, parce qu'il y a des gens qui ont peur de la maladie, qui clairement, le fait simplement de voir et de comprendre que leur animal est malade, ça génère déjà une souffrance de la part de la personne et qui va forcément aussi se répercuter sur l'animal. Et il y a ceux, je vais leur dire, bah, écoutez, on va démarrer une chimiothérapie, on va faire de la radiothérapie complémentaire, et on va amputer votre chien parce qu'il a une tumeur du membre. Donc, mais docteur, allez-y tout de suite. Faites-le parce que je tiens à mon animal et je sais que je vais pouvoir encore continuer de lui apporter des choses, même si c'est pour 3 semaines, 1 mois, 6 mois, on n'en sait rien pour la plupart des cas, à partir du moment où, par ailleurs, on a contrôlé l'état de souffrance et l'autonomie de l'animal. Voilà. Donc, on a tous ces profils-là qui existent, mais ce n'est pas au vétérinaire, en tout cas, de décider pour les propriétaires si oui ou non on doit arrêter. On a un rôle de conseil, de transmission d'informations, parce que c'est parfois impossible pour les propriétaires de se rendre compte de certaines situations, mais ça s'arrête. Il n'y a rien à rajouter? Non, alors c'est la partie vétérinaire. Par contre, votre question c'était... C'était état pathologique final. Est-ce qu'il est éthique de laisser un animal dans l'état pathologique final vivant? Alors je vous retourne la question. Est-ce qu'il est éthique de laisser un membre de sa famille en état pathologique final vivant? La question un peu inverse au final, pourquoi est-il possible de pouvoir euthanasier son animal alors qu'il est sain? Alors, je crois que cette question doit être nuancée. Est-il possible légalement? C'est ça en fait voilà. Alors, je n'ai jamais su réellement si pour nous vétérinaires c'était une obligation sur la simple décision d'un propriétaire qui viendrait chez nous et nous dirait je veux que vous piquiez, parce qu'on pique les animaux, mon animal parce que j'en veux plus. Je ne sais pas si le fait de refuser, pour nous, vétérinaires, c'est punissable. Peut-être que Claire va pouvoir nous aider là-dessus, bien sûr. Pas pour l'instant. C'est-à-dire, on n'est pas punissable de ça. Voilà. Donc, c'est laissé en l'âme et conscience du vétérinaire. Et donc, j'en discute encore ce midi, parce qu'on a parlé de cette situation-là particulièrement. Quelque part, nous, on a, quand il y a des gens comme ça qui viennent nous voir, on a la chance, quelque part, que cette personne vienne nous voir. Parce qu'il y a des propriétaires qui vont régler le problème tout seuls. Je veux plus mon animal, bon ben voilà, vous savez qu'il y a des campagnes suffisamment fréquentes pour parler de ça, il y a des abandons. Encore les abandons, quelque part, ça peut laisser une chance à l'animal. Mais il y a tous ceux qui vont régler ça au fond de leur jardin. Soit avec un coup d'escopette ou un coup de pelle, dans des conditions qui peuvent être voilà, celles qu'on peut imaginer. Donc moi j'ai la chance quand même d'avoir quelqu'un qui vient me voir et qui vient me dire bah écoutez voilà j'ai des difficultés avec mon animal, j'ai changé, je me suis séparé de mon conjoint, je ne veux pas lui laisser, ou j'ai perdu mon travail, je ne peux plus assumer mon animal, je ne veux pas le donner à qui que ce soit parce que je suis sûr qu'il ne va pas être dans les conditions que je veux qu'il parte, voilà, qu'il parte tout de suite, voilà. Dans la très très grande majorité des cas, on va trouver une solution. On va vraiment essayer de raisonner les gens et souvent les gens sont en détresse à ce moment-là, ne voient pas de solution possible et on va leur apporter une solution. Voilà. Et après, une fois de plus, c'est laissé en notre âme et conscience. C'est-à-dire que si demain, moi, je refuse cette demande d'euthanasie, je me pose la question, j'oublie mon problème personnel qui est celui d'enlever la vie à un animal important et je me dis, mais quelle va être la situation pour l'animal? Et je me dis, si je renvoie cette personne-là, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va flinguer son chien au fond de son jardin toute seule, quitte à s'y prendre dans des conditions qu'on n'imagine pas? Est-ce qu'elle va aller voir un autre vétérinaire qui, lui, aura une approche différente? Très honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Donc, je touche du bois. Jusqu'à présent, cette situation-là, je ne l'ai pas rencontrée. On a toujours trouvé une solution pour que la personne nous cède l'animal à la clinique qu'on va mettre à l'adoption.
fait des circuits de petites annonces, où on est récupéré par la SPA, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas, enfin, à titre personnel, on n'a pas l'obligation, moi éthiquement, je refuse d'euthanasie animale que je considère en bonne santé physique et mentale, je dirais, et psychologique. Mais la question c'est qu'est-ce qui se passe si on refuse? Alors, vous parliez de ces animaux qui pouvaient être en fait placés en refuge. Et donc nous avions pensé à une question. Alors n'est-il pas plus éthique d'adopter un animal de refuge dans un minuscule appartement plutôt que de le laisser dans un refuge où il risquera d'être euthanasié? Alors ça va dépendre de son quotidien et de son budget temps. On a parlé tout à l'heure, je disais, des millions d'animaux qui sont détenus dans des habitations, appartements ou maisons, sans aucune distraction, sans jouets, sans occupation, sans promenade, qui restent seuls 10, 11, 12, 13 heures par jour seuls, sachant que le chien est un animal social et que le chat n'est pas aussi indifférent à son humain que ça. Si encore une fois on devait comparer les animaux des refuges qui sont parfois sortis par des bénévoles au moins une fois par jour, qui voient le personnel soignant, ne serait-ce que pour nettoyer leur cage ou venir leur apporter à boire et à manger. Et parfois, quand ils ont vu sur l'extérieur, ils voient les visiteurs qui viennent les regarder comme s'ils étaient au marché. Donc, qui est le plus distrait? Est-ce que ce sont les chiens qui sont détenus, je choisis volontairement ces termes-là, dans des habitations sans aucune distraction, ou est-ce que ce sont les animaux de refuge? Donc évidemment, vous allez pouvoir nous donner plein d'anecdotes de refuges qui ne font pas d'enrichissement du milieu, qui ne proposent pas des sorties aux animaux. Et évidemment, vous allez nous citer des exemples de propriétaires qui ont 15 jouets par animal, qui s'arrangent pour que la voisine vienne ouvrir la porte au chien ou jouer avec le chat. Mais ce sont des minorités. Donc laquelle est la meilleure ou la moins mauvaise solution? Je dirais que ça dépend de chaque animal et de la vie qui lui est offerte. Il y a certains animaux qui ne sont pas malheureux de refuge. Personnellement, j'ai trouvé la question curieuse, dans le sens où donc est-il éthique de mettre un animal en refuge qui sera euthanasié? Je crois que c'est ça la question. Qui sera euthanasié? Non. Enfin, s'il est possible qu'il se fasse euthanasier, ce sera tout autant le cas dans un refuge qu'ailleurs, je pense. Mais les refuges, les animaux sont gardés, ils ne sont pas systématiquement, il n'y a pas une péremption, au cas de laquelle on va euthanasier l'animal parce qu'il n'a pas trouvé de propriétaire. Non. Après, c'est la capacité de gardiennage, enfin, la capacité, le volume possible pour le refuge pour accepter des animaux qui va être aussi déterminant, et surtout l'état de santé, et le caractère adoptable ou non de l'animal qui va faire qu'il va rester en refuge ou pas. Voilà. Pour ça, il y a effectivement des comportementalistes qui font des évaluations, parce que les animaux qui arrivent en refuge, c'est pas forcément toujours des abondants de contenance, je dirais. C'est pas parce que les gens partent en vacances qu'ils vont laisser leurs animaux en refuge. C'est parfois parce que des gens ont de réelles difficultés avec leur animal, parce que l'animal lui-même est réellement difficile. Et qu'il y a certaines adoptions qui sont parfois difficiles à faire. Le travail de tous les comportementalistes aussi dans ce domaine. Peut-être que votre question est partie des éléments qui ont été médiatisés, où on sait que dans certains refuges, dans certains SPA, il y a eu des euthanasies massives, ce qui a soulevé légitimement un tollé auprès de toute la population, de vous, de moi. Mais pour moi, je pense que ce sont des épiphénomènes. La plupart des SPA et des refuges ne pratiquent pas l'euthanasie de convenance. Après, pour des histoires de surpopulation, on sait qu'à Gennevilliers, il y a 50 ou 60 chiens qui arrivent tous les jours, alors qu'ils sont déjà débordés. Donc évidemment, à moins de réussir à les placer dans des refuges autres ou dans l'environnement, il y a des euthanasies, oui, mais c'est une minorité. Il ne faut pas se focaliser là-dessus parce que ce n'est pas la généralité. Même si, bien sûr, c'est condamnable. Mais entre ça et les mettre dans de mauvaises conditions dans les refuges, des fois, savoir aussi composer avec la situation. Merci pour votre réponse. Donc maintenant, on va changer de sujet un peu et on va parler des lacs. Alors, il ne devrait-il pas y avoir une formation préalable pour définir certaines catégories d'animaux comme les lacs? Alors c'est le cas, théoriquement en tout cas. En pratique, évidemment, il y a un gouffre abyssal entre la théorie et la pratique. C'est que pour la détention de certaines espèces de lacs, théoriquement, il y a une nécessité d'avoir un certificat de capacité. Donc c'est un certificat qui est censé démontrer
on a les connaissances et l'équipement, en tout cas l'environnement, suffisant et nécessaire pour pouvoir posséder en fait ces animaux-là. D'accord ? Dans la catégorie des NAC, on a un problème qui peut être la dangerosité des animaux. Voilà, parfois il y a des espèces qui sont réellement dangereuses. Donc heureusement oui, il y a un cadre législatif là-dessus. Alors c'est pas le cas pour le lapin de compagnie, mais quand vous avez des anacondas ou des pitons de séba ou autre chose délicieuse de ce type-là, dans ce cas-là, effectivement, vous êtes supposé avoir un certificat de capacité. Je dis bien supposé, parce que la pratique, c'est pas toujours comme ça. Et en fait, les demandes de dossier de certificat, en fait, un certificat de capacité, c'est rien de compliqué. C'est un dossier qui est demandé à l'ALBZ chez nous. Vous avez un dossier de 40 pages à remplir en justifiant de vos installations, de vos procédures de nettoyage, de vos connaissances en anatomie, physiologie, alimentation, nutrition, ainsi de suite, sur l'espèce que vous souhaitez posséder. Et ce certificat est validé, ce document est validé, vous avez une visite de vos locaux pour confirmer qu'effectivement la détention est dans les conditions minimales qui sont édictées pour telle ou telle espèce, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc c'est basé sur quelque part un peu la bonne foi. Donc après, il y a des formations qui existent, qui sont destinées pour ceux qui n'ont pas les connaissances et qui ne peuvent pas remplir ce document parce que, voilà, très honnêtement, ils reconnaissent qu'ils ne le savent pas. Donc il y a des formations qui existent, qui durent 2-3 jours pour pouvoir accéder à ces connaissances-là et pouvoir remplir ce document correctement. Voilà. Mais malheureusement, en pratique, c'est très très peu fréquent. Voilà. Alors justement, au vu de tous ces éléments, quelle loi rajouteriez-vous quant à la possession des animaux de compagnie ? Alors, moi je pense qu'il est abusif de considérer que les lois sont responsables de tous nos maux. D'abord, on a une responsabilité individuelle et collective. Quelqu'un a dit, tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Donc si nous avons adopté des animaux, la moindre des choses, c'est d'assumer nos actes. Ensuite, la loi, finalement, ça devrait être le dernier paravent quand on a tout essayé. Donc qu'est-ce que je rajouterais ? On en discutait justement ce midi. Vous aviez parlé du certificat de capacité qu'on appelle aussi une attestation de connaissance. Donc je peux vous en parler parce que mon organisme est habilité pour former les gens pour avoir ce certificat de capacité. Je ne rajouterai pas forcément un certificat de capacité pour les particuliers, puisqu'aujourd'hui, dans nos domaines, les chiens et les chats, le certificat de capacité n'est obligatoire que pour les professionnels, c'est-à-dire les humains qui ont une activité économique, vous n'avez pas le droit de dire lucratif dans le texte de loi, donc économique avec les chiens et les chats, donc uniquement les professionnels. Je pense qu'il ne faudrait pas forcément appliquer ce modèle pour les particuliers, parce que c'est 2 jours et demi de formation, ça représente à peu près 300 €. Est-ce que tout le monde peut faire cette dépense-là ? Est-ce que tout le monde a l'instruction et les capacités intellectuelles pour suivre ? Je ne dis pas que c'est quelque chose de compliqué. Je dis juste que si on demande encore un permis de plus aux gens, on va exclure une partie de la population qui est la plus importante et qui aurait vraiment besoin d'avoir des informations qu'on dispenserait, je dirais, gratuitement. De manière obligatoire, d'accord, mais gratuitement. Juste une journée pour expliquer les comportements de base des espèces détenues, ça suffirait. C'est ça que moi je rajouterais si j'avais le choix. Après, des obligations d'un certificat ou d'un diplôme, je crains qu'on exclue la majeure partie de la population, c'est-à-dire celle qui ne sait pas. Et qui ne peut pas parce qu'elle n'a pas les moyens financiers, intellectuels, pourquoi pas géographiques, elle n'habite pas à proximité d'un centre qui est habilité par l'État. Oui, non, je suis assez d'accord. Je pense qu'en France, il y a des centaines de milliers de lois. Il y a les lois, les textes, et il y a ce qu'on en fait après, l'application des lois. Alors là, par contre, on a aussi un grand gap. Moi, je crois surtout en l'éducation, plus que dans la loi. La loi, je pense qu'on s'y oppose assez facilement, et par principe, les Français sont comme ça pour beaucoup. Mais par contre, voilà, travailler à la base sur la connaissance et l'éducation, je pense que c'est pour moi plus la clé. Donc c'est tout ce dont on parlait là maintenant. Et par exemple, nous, dans les cliniques vétérinaires, il y a beaucoup de cliniques qui mettent en place ce qu'on appelle les puppy classes. En fait. Puppy class, c'est quand on adopte un jeune animal, alors on va venir en groupe de
propriétaires, comme ça, 10, 15 propriétaires qui vont venir à la clinique, et on va leur expliquer comment ça marche, voilà, comment ça fonctionne, ce que c'est un chien. Donc là, on est en train de lancer les Rabbit School. Les Rabbit School, c'est pareil, c'est la version, mais lapin. On adopte un lapin, ça va devenir, enfin, c'est le 3e animal de compagnie, là. Donc il va progressivement, même probablement dépasser le chien en termes de quantité ou en termes d'animal de compagnie. Donc, mais c'est pareil, quand on voit les aberrations qui sont faites sur l'adoption de ces animaux-là, ben, on se dit que oui, il y a une partie d'éducation à mettre en place. Et je crois que la clé, elle est vraiment là. Et voilà, des organismes comme Vox Animae qui pourraient mettre en place des journées, gratuitement ou pas d'ailleurs, parce que c'est gratuit, je sais pas. Mais, en tout cas, travailler là-dessus, je pense que c'est plus la clé plutôt que la voie législative. En fait. De toute façon, ça va. Alors, dernière question. Pour lutter contre la reproduction excessive et non désirée des animaux de compagnie et donc contre les abattages de nouveau-nés et les abandons, il ne faudrait pas stériliser tous les animaux de compagnie, mais n'est-ce pas une nouvelle violation de la liberté de l'animal à disposer de son corps? Je pense que la réponse est dans la question. Effectivement, le débat est soulevé là-dessus. On a discuté tout à l'heure de quelles étaient les conséquences, notamment environnementales, d'une surpopulation de chats, par exemple. C'est bizarre, enfin, je dirais, il y a 20 ans, on avait des rossignols encore dans la plupart des parcs strasbourgeois. Il n'y a plus rien, ces oiseaux-là ont littéralement disparu. Et on sait que c'est le fait de la prédation essentiellement par les chats, en fait. Donc ça, c'est un aspect qui est fort négatif. On a des milliers de chats. Au-delà de ça, en tant que vétérinaire, on est aussi, un de notre rôle, c'est d'assurer l'aspect sanitaire de tout ce qu'il y a autour des animaux, de compagnie ou pas. Donc il y a une veille sanitaire qui est organisée. Et c'est vrai que du coup, une surpopulation animale non contrôlée peut être responsable pour l'homme de nuisances, de maladies, de transmission de maladies. Alors, ça va être essentiellement des parasites en ce qui concerne le chat, mais on a toujours ce souvenir de la rage, notamment dans notre pays, qui peut-être va finir par revenir tôt ou tard si on baisse les bras, ou la vigilance. Donc on est conscient de cette partie-là, en fait. Après, opposé à cet aspect-là, c'est le fait que un chat, c'est arrivé avec 2 testicules, 2 ovaires, et que qui on est nous pour décider de retirer ça ou de l'enlever. On a plusieurs techniques maintenant de stérilisation ou de contraception, je dirais, sur les animaux, dont certaines posent des problèmes, mais on a des implants maintenant qui arrivent et qui pourraient aussi offrir une technique, je dirais, réversible, non définitive, non chirurgicale, et dans ce cas-là permettre de conserver l'intégrité de l'animal, parce que là on touche au corps en fait. Je pense qu'un acte chirurgical n'est pas un acte bénin, et on touche à l'intégrité du corps de l'animal qui n'a rien demandé. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions alternatives qui forcément seraient plus compliquées à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas de solution qui serait une solution qui durerait la vie entière de l'animal? Quand on parle d'un animal sauvage, il y a beaucoup d'associations qui vont capturer des chats pour qu'on les stérilise et qu'on les casse pour éviter la reproduction à l'extérieur. Pour le moment, on n'a pas la solution médicale qui permettrait de faire quelque chose d'aussi définitif, sans toucher à l'intégrité de l'animal. Donc ma position, c'est de dire oui, il faut contrôler les populations, il faut stériliser et castrer, parce qu'on sait que ça contribue à diminuer les pressions de certaines maladies, et c'est surtout que on a suffisamment d'animaux dans les refuges, justement, pour maintenant arrêter tout ça. Si un jour on a la solution médicale qui permettrait d'avoir un moyen de contraception, je dirais, sur toute une vie d'animal, à ce moment-là, je pense qu'il serait préférable de ne pas utiliser la chirurgie pour ça. Alors, au final, notre dernière question pour vous deux, c'est quels sont les freins à l'amélioration des conditions de vie des animaux aujourd'hui? Combien de temps il nous reste? Alors, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a la loi du marché, parce qu'il y a une offre, il y a une demande. On a même des animaux de race qui sont vendus 2200 €. On a le lobbying de la pet industry. On nous dit que la meilleure nourriture pour nos chiens et nos chats, c'est les croquettes, qu'il faut leur acheter tel ou tel accessoire de telle marque. Donc tout ça, ça rentre aussi, je pense, dans les freins sur l'amélioration des conditions de vie. Je pense aussi à la non-implication de nos hommes politiques, qui finalement ne s'intéressent pas tellement à nos animaux de compagnie, malgré leurs chiffres
assez élevé de présence dans le foyer. Et puis il y a l'absence de motivation des gens. Parce qu'on veut que tout soit rapide, facile, gratuit et sans effort. Donc quand on a des animaux dont il faut s'occuper, auxquels il faut apporter des soins et de l'énergie, ça demande beaucoup de motivation. Un autre frein, je pense, c'est le désintérêt du public. Tous les gens qui n'ont pas d'animaux et qui ne sont pas intéressés par l'animal ne vont pas s'impliquer dans les meilleurs traitements parce que ça ne les concerne pas vraiment, ils ne s'y intéressent pas. Donc là aussi, ça joue comme un frein à l'amélioration des conditions de vie. Après, on a... bon, je ne vais pas rentrer dans les critères religieux, mais notamment par rapport à l'alimentation cachère et à là où personne ne s'attaque à ce sujet-là parce qu'il est trop sensible. Mais les conditions de vie des animaux pourraient être considérablement améliorées si chacun s'impliquait dans ce sens. Alors il y a deux volets dans cette question, donc il y a la partie amélioration des conditions et la partie réduction du nombre, si je crois, c'est ça. Les freins à la réduction de leur nombre. Alors bon, sur la première partie évidemment, il faut travailler énormément là-dessus, sur l'amélioration des conditions de vie. Et en particulier, moi qui pratique les NAC, c'est là où il y a le plus gros travail, non pas qu'il n'y ait rien à faire sur les autres, mais une partie là, on touche à des aberrations monstrueuses, et là c'est vraiment toujours pareil, c'est l'information qui va pouvoir, ou l'éducation qui va en sens pouvoir agir. Après, pourquoi réduire le nombre? Pourquoi chercher à... moi je dirais à faire que l'ensemble de ces animaux-là soient enfin traités dans les bonnes conditions. Est-ce qu'il y a... Ah, d'accord. Réduire l'augmentation des animaux qui sont en mal-être. Voilà, d'accord. Ok, alors j'ai mal compris la question dans ce cas-là. Donc voilà, c'est un débat monstrueux. Hein. Je veux dire, tout est à faire. Là, on commence à... heureusement qu'il y a toutes ces associations, que tous ces protecteurs de la vie animale qui sont parfois extrêmes dans leur démarche. Mais en tout cas, ils ont cet avantage de mettre en exergue et de mettre en avant les horreurs qu'on peut voir sur les animaux et sur les animaux de compagnie ou de rente, peu importe, mais en tout cas ils sèment des graines. Voilà. On est en train de semer des graines en ce moment et je sens au sens très très large qu'il y a des... On parlait de frémissement à midi, voilà, il y a un frémissement sur une prise de conscience générale et je pense que les générations qui vont venir vont d'emblée être confrontés à ça, mais dès petit, dès maintenant, là, dès les premières années. Et je ne pense pas que ça a été le cas pour nos générations plus anciennes, où là, les choses sont faites progressivement et sans forcément avoir comment dire, la conscience ou l'aspect éthique ou l'aspect bien-être animal n'était pas forcément toujours l'une des premières priorités. Alors que maintenant, j'ai l'intuition, en tout cas le sentiment que c'est vraiment en train de changer. Donc j'ai foi en l'avenir. Tout n'est pas foutu. On compte sur vous, les binots là. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc maintenant, si le public a des questions à poser, n'hésitez pas. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez comparé lapin, reptile et oiseau en disant qu'un lapin, si on remplit ses conditions biologiques, on va pouvoir l'adapter à la domestique. Pas uniquement biologique. Enfin, biologique, éthologique, toutes les conditions qui sont nécessaires pour son bien-être. Oui. Et vous aviez dit qu'avec un oiseau, on peut très bien comprendre que c'est pas possible à cause justement de sa propension au vol. Mais pourquoi, dans ce cas, un reptile, j'entends plus par là un lézard qu'un serpent, parce qu'un serpent c'est un peu particulier encore. Mais pourquoi le lézard, en fait, ne pourrait pas s'adapter à la captivité si justement on remplit cette condition de bien-être au même titre qu'on pourrait le faire pour un lapin, parce qu'au final, je le cite terrestre, on a des reptiles arboricoles, mais il est terrestre et il est aussi au final dans une cage, sauf qu'il a besoin de plus de conditions. Alors après, la grande difficulté, puisqu'on parle des reptiles, c'est d'évaluer leurs besoins éthologiques. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un lézard soit super content de vivre dans l'environnement où il vit? Alors ça, je veux dire, on n'a aucune échelle de mesure de ces choses-là. Après, moi je fonctionne par intuition, par bon sens. Je me dis qu'un lézard,
quand on regarde ce qui se passe dans la nature, l'espace de vie d'un lézard, c'est plusieurs hectares, le territoire. Où ils vont baliser un territoire, aller taquiner les arbres et ainsi de suite. Alors je me dis que si dans la nature, quelque part, il a un environnement qui est constitué de centaines d'espèces végétales différentes, de dizaines ou de centaines de sources de nourriture différentes par le biais de tous les insectes qui existent dans son biotope, qu'il a des conditions naturelles de variation de température, diurne, nocturne, dans l'année, dans la saison, en fonction de l'endroit où il vit. C'est quelque chose qui est de toute façon impossible à faire en captivité. Est-ce qu'au-delà de ça, le fait que ce soit impossible, on ne peut pas générer une forme de bien-être? Le lézard, je me dis que quand il est dans la nature, est-ce qu'il est vraiment aussi heureux? Parce que quand il va sortir, il va se dire oula, c'est lequel qui va me bouffer? Donc c'est aussi un mal-être quelque part. Je me dis que ce mal-être-là, on n'en a pas du tout parlé en fait. Mais il y a du mal-être dans la partie sauvage et naturelle, notamment pour les espèces proies. Et c'est sûr que du coup, le prendre et l'amener en captivité, lui offrir un plateau repas tous les soirs, il est cool. Hein. Donc il a cet aspect-là qui est complètement évincé. Est-ce que par ailleurs, est-ce qu'on n'augmenterait pas son bien-être du fait de ne plus le mettre dans une situation de stress permanent? Parce que, personnellement, je pense que je préférerais vivre dans un environnement qui est celui pour lequel je suis adapté, quitte à devoir me battre pour ça, plutôt que de vivre enfermé dans un appart 4x3 avec ma télé, quoi. Après, c'est pareil pour toutes les espèces, finalement. Non, parce que je pense qu'en termes... les chiens et les chats. Non, je pense que, notamment, j'ai pris l'exemple des lapins, parce qu'avec un lapin, on possédait, je ne sais pas si certains en possèdent, on a des vraies interactions. Mais avec les lézards aussi, ça a été démontré maintenant que, il y a, justement, ça a été longtemps mis de côté chez les reptiles, mais il y a des études concrètes qui montrent aujourd'hui que les lézards sont capables de résoudre des problèmes, sont capables de développer... Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intelligence, et c'est le cas effectivement, notamment les caméléons par exemple, quand on change de soigneur, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires de caméléons qui partent en vacances. Alors là, c'est bizarre, parce que chaque fois qu'ils reviennent de vacances, le caméléon il n'a pas mangé pendant 15 jours. Voilà, donc il y a une vraie relation qui existe avec le soigneur. Alors est-ce que c'est une relation affective, ou est-ce que c'est parce que voilà, il y a une confiance qui s'est installée simplement et qu'on sait que ce soigneur-là, c'est pas un prédateur, et que du coup il est tranquille. Voilà, on ne sait pas. Après, le problème, c'est de pouvoir interagir avec l'animal. On ne peut pas sortir, théoriquement, un animal qui vit à 35 degrés en permanence dans son terrarium, on ne peut pas sortir pour s'amuser avec dans la rue. On ne peut pas faire ça, parce que c'est un choc thermique, ça pourrait provoquer des maladies, ainsi de suite. Ça, c'est la théorie. Donc, voilà. Donc, du coup, les interactions, pour moi, sont quand même extrêmement limitées. Je ne sais pas. J'ai un sérieux doute sur le fait qu'on puisse apporter un réel bien-être sur un animal, un tel animal en captivité. Pareil pour les tortues. Les tortues, c'est des animaux qui ont besoin d'expérience, besoin d'explorer, besoin d'une diversité alimentaire importante. Et il est quasi impossible de pouvoir reproduire ça en captivité. Quasi impossible. Un serpent, c'est vrai que le débat reste ouvert. La question est reliée un peu avec celle de Michael. C'est que le bien-être, on le définit comme l'expression de l'ensemble de son répertoire comportemental. Donc c'est un concept qui est assez facile à comprendre pour les animaux qui sont sauvages, parce qu'on peut voir le comportement dans la nature, donc potentiellement pour les nattes. Mais chez des animaux qui ont subi une sélection artificielle depuis des milliers d'années, comment on peut connaître leur répertoire comportemental, entre guillemets, naturel? On le connaît, l'autogramme, on le connaît. On connaît leur potentiel spécifique d'activité, leur PSA. Après, on a des spécificités qui sont liées aux races, mais finalement, leurs besoins, si on devait adapter, ça a été fait d'ailleurs, la pyramide de Maslow aux chiens. Alors, regardez sur Internet, mais ne passez pas trop de temps dessus parce qu'il y a pas mal d'erreurs. Mais globalement, leurs besoins sont tous les mêmes. Simplement, il y a des spécificités par race à cause de ces fameux patrons moteurs. Vous voyez, les besoins d'un Terre-Neuve sont les mêmes en termes de nourriture, de boissons et d'exploration de l'environnement qu'un Chihuahua ou un Doberman. Cependant, en termes d'interaction sociale, vous n'aurez pas les mêmes besoins et les mêmes désirs. Donc on a une classification par espèce, et ensuite c'est par race où on va s'intéresser à chaque spécificité, et en bout de chaîne, comme toujours, l'individu. C'est l'individu qui est son propre marqueur.
Donc aujourd'hui, l'éthogramme, on le connaît. Oui, mais en fait, le chien, on ne le met jamais dans un environnement qui est vraiment le sien, vu qu'il a été génétiquement modifié. C'est ça. Oui. Et c'est ce qui complique aussi pas mal d'adaptations, notamment on a parlé très brièvement de l'alimentation et j'ai parlé très brièvement des croquettes. Il y a aussi d'autres régimes alimentaires qui sont à la mode, dont on nous parle, le régime, l'alimentation ménagère, où les gens cuisinent pour leur chien et théoriquement un tiers de viande, un tiers de féculents, un tiers de légumes. Théoriquement, ce sont des carnivores, on n'aurait pas besoin de leur donner une alimentation cuite. Il n'y a aucun loup qui fait du feu pour faire griller sa biche. Donc il n'y a aucune raison qu'on lui donne une alimentation cuite. Donc normalement, le carnivore devrait manger de la viande. Sauf que les chiens sont considérés comme des détritivores. Ils mangent nos poubelles, ils mangent nos détritus. Oui, mais attendez, c'est que les animaux sauvages, les chiens marrons qui mangent nos détritus. Nos animaux de race, dès qu'ils s'approchent des poubelles, on leur crie dessus. Donc quoi, qu'est-ce qu'on leur donne à leur à manger? Est-ce qu'on leur donne des croquettes qui sont effectivement équilibrées par rapport à leur impur, quid de leur plaisir gustatif à se nourrir? Donc vous avez raison, on a des informations sur les chiens en règle générale, mais on ne peut pas tout transposer. Il y a cette histoire d'alimentation, il y a cette histoire d'exercice physique, de dépenses énergétiques. Vous avez un husky, il lui faut minimum 6 à 10 km par jour de marche soutenue. Vous avez un terme de 8 ans, il n'en sait même pas. Donc en fait, c'est l'animal lui-même, son comportement et son observation qui va nous permettre de mettre en place des mesures adaptatives. Si on voit que l'animal déambule dans l'habitation, il a du mal à se poser, il a du mal à être calme, première des choses, on lui propose davantage d'activité physique. Et ensuite, il y a tous ces fameux phénomènes de mode où aujourd'hui on a le petit chien blanc de canapé, là, le Jack Russell, qui aujourd'hui c'est un des chiens qui est le plus maltraité, le plus en souffrance aujourd'hui. Et donc, il développe des comportements adaptatifs, et parce que c'est un Jack Russell, c'est davantage des conduites agressives que si c'était un Canet King Charles qui serait plus amorphe et centré et mis à l'écart. Donc on a le potentiel spécifique d'activité de l'espèce. Ensuite, on va aller voir les races et ensuite on va voir l'individu parce que c'est lui notre marqueur. C'est pas parce qu'il y a écrit dans le guide des races que le husky doit courir 7 heures par jour. Et ben, il y a des huskies qui, dans une autre vie, deviennent des Saint-Bernard. Donc c'est vers cet individu-là qu'on doit se tourner davantage. Cette question pour les animaux domestiques, elle est la même pour les animaux dans les zoos. On n'a pas besoin de connaître leur répertoire comportemental en entier, puisqu'on sait très bien qu'à partir du moment où ils ne peuvent pas présenter un comportement qui va être important pour eux, ils vont développer des comportements anormaux. Donc de ce fait, à partir du moment où ils développent un comportement anormal, on essaye de rétablir le problème. Après, c'est essayer de comprendre le problème. C'est-à-dire si on n'arrive pas à comprendre le problème, là ça devient grave, puisque du coup on n'est pas capable de répondre à ce comportement anormal. On n'est pas obligé de connaître l'ensemble du comportement, du répertoire comportemental de l'animal pour essayer de le mettre dans un bien-être total, du moment qu'il ne présente pas de comportement anormal. Disons que c'est quand même utile de connaître le comportement normal pour déterminer lequel est anormal. Oui. Parce que les chiens et les chats ont des stéréotypies. Il y a des gens, ça les amuse de voir les chiens, par exemple, tourner en rond ou creuser des tranchées devant la clôture parce qu'ils font l'aller-retour. Donc il y a des gens qui trouvent ça très 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 drôle parce qu'ils n'ont pas l'œil habitué et ils ne se rendent pas compte du tout que l'animal est dans un état de détresse fort. Donc c'est utile de connaître le comportement normal justement pour pouvoir repérer les anomalies par rapport au comportement. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens ne sont pas formés au comportement normal. Donc ils J'aurais une petite question une petite question pour chacun par rapport au côté pécunier que vous avez abordé l'un et l'autre. J'ai apprécié l'évocation d'une gratuité de la formation parce que c'est vraiment un questionnement que j'ai aussi. Comment amener les gens à mieux traiter leurs animaux et il m'est arrivé de songer à cette sorte de permis. Là, en vous entendant, déjà, je vois ça autrement, donc c'est vraiment intéressant. Et je me disais, par exemple, quels sont vos interlocuteurs possibles pour cette formation? Les animaleries, dont c'est pas le fonds de commerce de faire de la connaissance, mais est-ce que c'est un interlocuteur pour vous? Est-ce que vous travaillez avec eux? Et l'autre question, c'est toujours par rapport à cet aspect pécunier. Au début, vous disiez aussi, c'est pas parce qu'on est démuni ou qu'on se retrouve démuni financièrement que c'est un critère pour ne pas posséder d'animal. J'imagine que vous êtes confronté à des situations comme ça, et notamment soit des gens qui n'arrivent plus à payer ou des SDF. Est-ce que vous ou vos collègues, je veux dire, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Alors, est-ce que je travaille avec les animaleries? Non. Quid de cette fameuse formation que l'on pourrait proposer?
Moi, je pense qu'il faut absolument une collégiale de professionnels et de scientifiques qui se réunissent pour se mettre d'accord sur un programme. On a des gros problèmes dans ma profession avec des gens qui ont oublié les notions de respect, de bienveillance, d'empathie et de réflexion. J'espère que vous n'avez pas vu l'émission de dimanche dernier sur 7 à 8. Si vous ne l'avez pas vue et que vous avez envie de vous faire peur, regardez-la en replay. On voit 2 pseudo-professionnels exercer des actes de maltraitance graves sur des chiens sous prétexte qu'ils sont indisciplinés. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il faut cracher sur son chien pour lui montrer que vous êtes le dominant, alors que tous les scientifiques vous diront que la dominance interspécifique n'existe pas, mais c'est encore enseigné, et comme disent les professionnels, ça a toujours marché comme ça, alors il n'y a pas de raison de changer. Donc il faut, je pense, se mettre d'accord avec des professionnels qui sont reconnus dans le sérieux de leur pratique et des scientifiques qui viennent faire peser la balance dans le bon sens, parce que c'est pas parce que la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que ça fonctionne de faire le wall-over sur un chien, c'est-à-dire de retourner sur le dos et puis de l'immobiliser jusqu'à un relâchement musculaire. C'est pas parce que ça fonctionne, en fait il est en état de détresse acquise, alors que le dresseur interprète ça comme une action de soumission. C'est pas parce que certains professionnels font ça qu'il faut l'enseigner. Donc je pense que d'abord il faut qu'on se mette d'accord sur les bonnes pratiques. Parce que ces gens-là vous diront, mais moi j'ai un numéro SIRET et je paye l'URSSAF et je paye mes charges, donc je vaux autant que vous. Donc moi je peux très bien enseigner ça. Donc on a des gens qui vont enseigner aux propriétaires de chiens et de chats comment maltraiter leurs chiens, puis ils marqueront bien sur leur carte de visite méthode douce. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas en train de frapper le chien à coup de pied ou à coup de cravache, mais c'est pire. C'est la torture psychologique et émotionnelle. Et celle-là, elle a des répercussions sur le long terme. Donc, quid du contenu de la formation qui serait offerte? Je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord à l'échelon national, qu'on se réunisse entre professionnels de différentes obédiences, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, et qu'ensuite ce programme soit généralisé pour que justement on ne puisse pas avoir des gens qui prennent des initiatives telles que ce qu'on a vu à la télé. Sur TF1, rendez-vous compte combien de millions de gens ont vu comment écraser un chien par terre, comment le traîner avec un collier étrangleur pour qu'il comprenne qu'il doit obéir. Eh bien les gens qui n'ont pas un esprit critique, qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé, je vous parie qu'ils le reproduisent. Donc d'abord se mettre d'accord sur un contenu, ensuite faire vérifier ce contenu et s'assurer qu'il est correctement dispensé. Parce que sinon, on va recommencer dans la maltraitance. J'ai répondu à votre question? Oui. Alors, donc moi c'est plus sur la partie, on va dire, purement financière de la relation avec nos clients. On va les appeler comme ça. Alors, on est, nous les vétérinaires, on est dans une catégorie professionnelle où on fait vraiment de la médecine marchande. C'est ça, puisqu'on demande des honoraires pour soigner des animaux. C'est quelque chose qui existe en France, puisqu'on a un modèle de sécurité sociale nous, en France qui fait que la médecine humaine n'est pas une médecine marchande, puisqu'elle ne coûte rien, ou quasi rien, on va dire, pour les humains. Vous allez à la pharmacie, vous venez avec votre ordonnance recto-verso de dizaines de médicaments, vous payez 4 €. Bon, ça coûte 200, 300 € parfois, et ça, les gens n'en ont pas la connaissance. Nous, c'est différent, puisqu'on pratique des choses qui sont parfois extrêmement pointues et forcément extrêmement onéreuses. Simplement, on n'a pas cette disparition des honoraires, en fait. Les gens sont confrontés à ce que ça coûte réellement. Donc forcément, aujourd'hui, on a atteint un certain niveau de capacité de soins qu'on n'avait pas forcément il y a 20 ans, 30 ans. Il y a 20 ans, 30 ans, on avait certaines maladies. Quand on était confronté à ça, on disait qu'on est impuissant pour trouver une solution. Votre animal est en état de souffrance avancée, on ne peut pas l'aider, on va, dans ce cas-là, plutôt l'euthanasie. Maintenant, non. Maintenant, on va dire, on va faire un scanner, parce qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis derrière, oui, on a trouvé qu'effectivement, il avait une infection de la région. Et ben, on va devoir l'opérer en plus. Donc là où ça s'arrêtait il y a 20 ans à quelques francs, voilà, ben maintenant ça va être plusieurs centaines, voire parfois milliers d'euros pour pouvoir trouver une solution. Et évidemment, là, on est confronté à une situation qui est peut-être plus fréquente, qui est celle des limites de ce que peuvent investir, entre guillemets, les propriétaires. Alors, à qui, du coup, incombe le choix? On est devant un vrai dilemme. C'est-à-dire que nous, on est des organismes privés pour les cliniques privées, entre guillemets. Donc, est-ce qu'à partir du moment où on sait qu'il y a une solution de soins, est-ce que c'est à la clinique privée de prendre en charge ces soins qui ont un coût?
On ne vit pas de subvention de l'étau. Ou est-ce que c'est le propriétaire qui doit trouver des solutions pour faire soigner coûte que coûte son animal? Voilà, on a des situations qui sont parfois difficiles. Après, c'est au cas par cas, on parlait des SDF. Bon, ben voilà, les SDF sont une population particulière où effectivement ils ont un besoin aussi d'avoir leurs animaux parce que c'est une forme de protection pour eux et c'est la garantie de ne pas se faire coffrer entre guillemets aussi par les forces de l'ordre. Bon, ben voilà, quand on a des SDF, nous on est en centre-ville en plus, quand on a des SDF qui viennent nous voir, on dépanne, évidemment, on essaie de trouver des solutions. À partir du moment où on a aussi des gens qui sont comment dire, qui ont conscience de ce qu'on apporte. Quoi. Il y a deux situations où il y a des gens qui exigent et il y a des gens qui demandent. Voilà. Il y a des gens pour qui voilà, c'est naturel, on est là pour ça. Avec cela, ça ne se passe pas très bien. Il y a ceux-là, et puis il y a ceux voilà, qui font la demande et qui se disent voilà, je suis dans cette situation, et ceux-là, on va les aider. Et c'est valable aussi pour certains propriétaires. Très rapidement, vont dire, parce qu'on voilà, on essaie de travailler en toute transparence, on fait des devis, on explique ce que ça peut coûter, ce que ça peut engendrer comme soin, même sur du moyen long terme. Et lorsqu'ils n'arrivent pas financièrement à accéder à ça, ils nous disent là, vous, Veto, vous ne pensez qu'à l'argent. Voilà, on est obligé de penser à l'argent parce qu'à partir du moment où on investit dans un scanner, le scanner n'est pas tombé du ciel. Voilà, il n'est pas arrivé dans nos locaux comme ça par un coup de baguette magique, on a dû l'acheter, ce scanner. Et aujourd'hui, on demande aux vétérinaires d'avoir des soins de pointe parce que les gens sont attachés à leurs animaux et veulent trouver toutes les solutions. En tout cas, il y a des attentes autour de ça. Malheureusement, parfois, il y a le reste qui est de la partie financière ne suit pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un souci chez nous. Donc heureusement pour ça, il y a aussi voilà, toujours des associations. On a aussi maintenant la solution du développement des assurances pour les animaux et je pense que là, on peut réfléchir à ça parce que ça peut être une forme de cercle vertueux dans le sens où voilà, on sait qu'un animal aujourd'hui, les soins vétérinaires peuvent être extrêmement onéreux si on tombe sur une maladie chronique, sur un accident. Voilà, un chien qui se fait renverser par une voiture parce que la laisse a cassé, ça peut arriver. Et aujourd'hui, c'est soit on l'euthanasie, soit on le répare. Mais si on répare qu'il a 3-4 pattes cassées, qu'on est obligé de l'opérer 2 fois et qu'on le garde hospitalisé pendant 10 jours, ça implique parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Donc, et si cette personne-là a souscrit une assurance, cet aspect financier, pécunier, est complètement occulté. On sait que nous, en tant que Veto, on va pouvoir faire le maximum de ce qui est nécessaire pour l'animal parce qu'on n'aura pas cette considération financière. Le propriétaire est soulagé parce que lui, il sait qu'il pourra accéder à un niveau de soins suffisant pour pouvoir faire ce qu'il faut, ni plus ni moins, mais de ce qu'il faut sur l'animal. Et puis évidemment, l'assureur, il est content. Là, c'est l'abonnement tous les mois qui tombent. Voilà, mais c'est un vrai problème parce qu'on est dans cette partie culturelle en France où on a cette distorsion. Aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Hein. On sait que les soins coûtent cher. Voilà. On sait ce que ça coûte quand vous allez faire un scanner aux États-Unis. Vous savez que ce que ça coûte. En France, on ne sait pas. Ça ne coûte rien. Donc, et du coup, les gens nous opposent ça. Et on sont parfois surpris de ce que peuvent représenter les animaux. Ça, on va conclure sur cette question. Dommage. Donc on va arrêter et merci beaucoup d'être venu pour avoir partagé nos opinions à la vie. Donc laissez la pause. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Laurence. On reprend un 4 pas. Pile, on va prendre pour